Léa Castel, Tragédie, Humphrey, Vibe. Vous me l'avez vraiment beaucoup demandé cette partie 3 de Que sont-ils devenus. Les amis, mettez-vous dans des bonnes conditions, ouvrez bien vos oreilles parce qu'il y aura de la pépite musicale dans cette vidéo, promis. Et je vais pas vous faire attendre plus que ça, on passe tout de suite à la première artiste. Nous sommes en 2008 quand le grand public découvre la chanson Dernière Chance en featuring avec Soprano. C'est le tout premier extrait de Pressé de vivre, le premier album de Léa Castel, révélé quelques mois plus tôt dans l'émission Popstar sur M6. Mais en réalité, cette chanson est déjà sortie il y a un petit moment, et surtout, Léa n'est pas si inconnue que ça en sortant de Popstar, en particulier pour le public marseillais. Laissez-moi vous ramener en arrière pour vous expliquer ça. Marseille. À la bien, cousin. La famille, Léa Castel, qui à ce moment-là se faisait appeler Miss Léa, se fait repérer par Soprano, qui n'était pas le Soprano qu'on connaît aujourd'hui, mais il était quand même connu parce que c'était Soprano des Psychiatres de la Rime. La rencontre se fait lors d'une scène de rue dans les quartiers nord de Marseille. Léa fait les chœurs à côté d'un rappeur, c'est quelque chose auquel elle était habituée. Elle a déjà collaboré avec pas mal de rappeurs locaux en faisant les chœurs ou en chantant les refrains, comme c'était souvent le cas pour les chanteuses R&B de l'époque. Elle recroise Soprano un peu plus tard à l'un de ses concerts, elle lui tend un CD gravé avec ses sons et son numéro inscrit au dos. Il la rappelle et très vite, elle devient sa petite protégée. Ensemble, ils vont enregistrer une première version du morceau Dernière Chance qui apparaît sur une compilation du rappeur en 2005. Lui, de son côté, il commence à la mettre en avant, il fait même des dédicaces à Léa dans ses morceaux. Il la met ensuite en contact avec Diams, Léa fera ses premières parties, elle rencontrera aussi Vita, et suite à toute cette progression, Soprano, qui était à la recherche de nouveaux talents, va la signer sur son label Street Skills pour préparer la sortie de son premier album. Et là vous vous demandez certainement, mais du coup pourquoi elle est partie faire Popstar si elle était en train de préparer son premier album? Pour que ce premier album sorte, le label Street Skills de Soprano, qui est un label indépendant, a besoin d'une major ou d'un distributeur pour propulser ses artistes. Soprano, lui, il était signé chez Hostile Records, le label qui a été créé par Benjamin Chulvanich, producteur très connu dans le milieu du rap, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Cherif Aluna, et il était aussi le producteur de Soprano. Et là du coup, ceux qui ont vu ma vidéo sur Cherif Aluna vont capter un petit peu plus vite où je vais en venir. Benjamin Chulvanich venait tout juste de quitter la maison de disques EMI, techniquement il n'avait plus de poste, c'est alors que Pascal Nègre, le patron d'Universal, le contacte pour lui proposer de rejoindre l'émission Popstar en tant que président du jury, aux côtés de Mia Fry, Ophélie Winter et Sébastien Farran, dont l'édition est consacrée à trouver le nouveau talent du R&B français. Benjamin Chulvanich accepte et sa mission sera de sortir 2 albums pour Universal. Et ça veut dire qu'il faut qu'il trouve 2 candidats dans cette émission, qui pourraient sortir des albums qui vont très bien marcher pour ne pas décevoir Universal. Et Benjamin il se dit, bah moi je connais quelqu'un qui a déjà un album de prêt, qui est soutenu par des beaux noms du rap français, il va donc proposer à cette personne de rejoindre l'émission, et cette personne n'est autre que Léa Castel. Au début, elle est pas trop chaud pour rejoindre l'émission parce que dans le milieu du rap français, Popstar c'est pas très bien vu et ça peut lui faire perdre en crédibilité. Et il lui dit bah tu sais quoi, on va pas te faire gagner, tu vas aller jusqu'en finale, comme ça l'émission va te servir de tremplin pour te faire connaître au grand public et également pour sortir ton album avec Universal. Donc c'est bon, Benjamin a son album numéro 2 et effectivement Léa Castel participe à l'émission Popstar. Et évidemment, elle et Benjamin font comme s'ils ne se connaissaient pas. Il y a même des petites mises en scène, à un moment il l'engueule en disant ouais j'ai pas aimé ta prestation, je sais pas si tu vas continuer l'aventure. Bah si, elle va continuer l'aventure, elle a signé son contrat. Donc oui effectivement on peut appeler ça du trucage, après je pense pas que ce soit la seule émission de télécrochet qui ait utilisé ce genre de stratagème. Le fait est que pour l'album numéro 1 que va produire Sébastien Chulvanich, ce sera Cherif Aluna qui est la gagnante de l'émission et qui a un profil un petit peu plus grand public, parfait pour M6 et Universal. Et l'album numéro 2, bah ça sera Léa Castel comme je vous l'ai dit, qui va viser un public plus R&B, hip-hop, rap français. Benjamin a donc réussi son pari, Cherif Aluna vendra 350 000 et Léa Castel 250 000 exemplaires de son premier album. Vous allez vous foutre de moi, mais quand j'étais petit, je pensais que Léa Castel, elle était vraiment condamnée. Quand j'écoutais ses musiques, je me disais, oh, putain, la pauvre, elle va vraiment mourir. Bah, dans Dernière Chance, elle dit qu'elle est malade, et le deuxième single, il s'appelle Pressé de vivre. Mais comme on avait perdu Grégory Le Marchal quelques mois plus tôt, pour moi, c'était pas déconnant. Alors que non, pas du tout, elle était en très bonne santé, c'était juste fictif. Donc son premier album qui sort en 2008 se vend très bien, et le deuxième album,
bah il a mis un petit peu plus de temps à sortir. 13 ans. Parfois, ça sert à rien de se précipiter. Alors c'est pas pour autant qu'elle a rien fait pendant ces 13 ans. Déjà, elle a commencé par enlever son accent marseillais. Oh, il était terpin fort son accent. C'est mon frère qui m'a inscrit, qui m'a dit faut que tu y ailles, y en a marre que tu sois toujours la chanteuse des rappeurs. Je me rappelle un jour, j'étais avec une copine et je dis ok, je veux retirer mon accent. Ça y est, moi je veux qu'on me prenne au sérieux, je veux que quand je parle, on m'écoute. Ensuite, elle a chanté la bande originale de Camp Rock 2. Elle a travaillé en tant que compositrice et auteur avec pas mal de rappeurs, Zifou, Fianso, l'Algérino, La Crime, Kerry James, et aussi avec d'autres artistes très talentueux. Le formica et les pompes en Bien évidemment, elle allait pas mettre son vrai nom sur cette chanson, hein, c'était pour rire. Elle a été créditée en tant que Léa Léonard. Finalement, Léa Castel, c'est un petit peu comme GTA. On t'annonce des sorties, et puis bah non, c'est repoussé. Donc le deuxième album devait sortir en 2012. Il a ensuite été repoussé à 2016. Il y a quand même des singles que je trouve magnifiques qui vont sortir. À cause de toi, mon cœur saigne, car tous mes rêves t'appartiennent. Il faudrait que tu reviennes. Tu sais, à cause de toi, mon cœur saigne, car tous mes rêves t'appartiennent. Il faudrait que tu reviennes. Comme une enfant abîmée, perdue dans ses nuits oubliées. Dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine du temps. Comme une enfant abîmée, dans un décor inanimé. Dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine du temps. On va la voir ensuite collaborer avec son compagnon de l'époque, Gringe. Longuement posé le crâne, mais si je dois sécher tes larmes, j'irai plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes, pour t'aider à retrouver le calme, que le mauvais sang nous épargne, j'y laisserai corps et âme, je dois sécher tes larmes. Et son deuxième album qui s'appelle Roue libre est finalement sorti en 2021. Alors, elle n'a jamais vraiment donné les raisons précises de pourquoi elle ne sortait jamais ce deuxième album. Pendant un moment, je pensais qu'il y avait un souci contractuel ou qu'elle avait peut-être pas le droit de sortir des chansons. Mais en regardant pas mal d'interviews récentes, j'ai l'impression que c'est surtout une artiste qui s'est pas mal remise en question, qui a l'air d'avoir envie d'aller dans plein de directions différentes, mais qui avait pas de structure cohérente. Et qui surtout doutait énormément. Du coup, elle s'est un peu effacée. Elle a préféré rester dans l'ombre, composer pour les autres, sans que ce soit elle qu'on mette en avant. Et elle dira elle-même qu'à force de travailler pour d'autres artistes, elle ne savait plus ce que elle voulait transmettre, que son métier de compositrice a pris le dessus, et que parfois elle doutait tellement qu'elle pensait mettre un terme à sa carrière de chanteuse pour se consacrer uniquement à la composition et à l'écriture pour les autres. Donc elle a toujours continué de créer pendant toutes ces années, que ça soit pour les autres ou pour elle a plein de morceaux qu'elle a chantés mais qu'elle n'a jamais sortis, et franchement je trouve que c'est super respectable, parce que ça veut dire qu'elle a pas voulu sortir des projets juste pour être là, pour rester visible, elle voulait que ça ait du sens, et effectivement son deuxième album Roue libre sorti en 2021, en a énormément. Déjà, elle l'a dit, mais c'est la première fois qu'elle écrit des textes aussi personnels et surtout aussi magnifiques, je trouve. Et je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes. On est comme deux étrangers, tu ne m'as jamais vraiment vu, t'as jamais su qui j'étais. Et moi j'ai toujours attendu, après tout j'ai essayé. Être comme tu le voulais, mais t'as toujours été déçu. Jamais assez bien pour toi, et je compose avec ses failles. À cause de ça je fais fuir les hommes, par peur qu'ils s'en aillent. Pendant que tu laisses mes yeux de mob, je cache encore et encore. Mais papa ne viendra pas, je n'ai vu que ton fantôme. Mais c'est plus fort que moi, je te ressens dans mes veines. Et j'écris cette chanson sur toi pour que tu comprennes oh combien j'espère toujours à chaque fois que je te vois. Et ce soupçon d'espoir, tu le balayes quand tu redisparais. Mais t'en as pas marre de briser ma life. Pourquoi t'as décidé de me tourner le dos? Je te fais chialer, mon piano, il est plus fort que les mots. Mais t'entendrais pas même si je te jouais mon plus beau morceau. Je l'ai un peu vanné tout à l'heure, mais je vous assure que cet album est une très belle pépite que je vous conseille d'aller écouter. Et surtout, je trouve que Léa Castel est une artiste incroyablement douée. C'est pas la chanteuse la plus productive, mais en tout cas, c'est vraiment l'une des plus talentueuses. Pas seulement en tant que chanteuse, hein, aussi en tant que pianiste. Du coup, qu'est-ce qu'elle est devenue, Léa Castel? Très récemment, en 2025, on a pu l'entendre sur l'album de Zach, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Sheriff Aluna, je vous avais passé la musique. Et Léa travaille toujours beaucoup dans l'ombre, elle compose beaucoup, elle fait de la musique à l'image, elle compose pour le cinéma, les séries,
et elle a l'air de se sentir plus à l'aise dans cette position. Et c'est tout à son honneur, on lui souhaite de continuer à s'épanouir comme ça. Gros bisous Léa. Juste avant de passer au deuxième artiste, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je me suis fixé un petit objectif d'atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Je pense que c'est faisable, c'est à vous de me le montrer. Allez vous abonner s'il vous plaît. Nous sommes maintenant en 2003 et sur la BO du film Taxi 3, on retrouve ce single de Humphrey en featuring avec Bustaflex. A la base, Humphrey n'est pas censé être mis en avant. C'est un chanteur de l'ombre, habitué à faire les chœurs et les harmonies pour les autres chanteurs. Et c'est Core et Scalp qui étaient le gros duo de producteurs de R&B de l'époque, et qui étaient également les producteurs de la BO du film Taxi 3, qui l'appellent pour justement poser des chœurs derrière les artistes R&B du projet. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que Humphrey, il chante tellement bien que peut-être qu'il mériterait aussi d'avoir sa place dans cette BO. Il se retrouve alors avec un morceau entier à lui, ce qui n'était pas du tout prévu, et ce morceau va devenir son tremplin vers le grand public. A la suite de ce titre, Humphrey, il va un petit peu continuer de travailler dans l'ombre, il va collaborer avec Dizzy pour son deuxième album, il va collaborer aussi avec Lincha, il compose aussi des titres qui deviennent vraiment très connus. Mélange de couleurs, oh bêtise, je vais casser la gueule. Et tout savoir de nous, être arrivé jusqu'au bout et tenir si bien. Croyez tout savoir de moi, mais y a tellement de choses qu'on sait pas comme toi. Le premier vrai album solo de Humphrey sortira 3 ans plus tard, en 2006. En fait, comme c'était pas prévu de base qu'il perce entre guillemets avec Taxi 3, bah à la suite du film, lui, il avait pas de projet à promouvoir, donc il a pris un petit peu de temps pour peaufiner son album, et ça donnait ça. Elle me rend dingue, dingue, oui c'est dingue, dingue, dingue. Ce qui m'arrive, je suis soumis, elle lance tout mon esprit. Elle me rend dingue, dingue, oui c'est dingue, dingue, dingue. Ce qui m'arrive, je suis soumis, elle lance tout mon esprit. En 2009, il revient avec un deuxième projet, l'album Mon Système, qui contient un feat avec Rof, et ce feat fait clairement partie de la BO de mon adolescence. H2F, ça le fait, Humphrey, ça le fait, 9-4, ça le fait, tout ce qu'on fait, ça le fait. Regarde comment on fait. À nous de faire ce qu'il faut dans la minute et par tous les moyens nécessaires. Et je l'ai dit 1000 fois, mais en France, le R&B ou la soul, ça reste une niche. Donc médiatiquement, c'est sûr que tu seras moins mis en avant, et si t'es indépendant comme Humphrey l'est devenu, et ben encore moins. Donc Humphrey fait partie de ces artistes qui n'ont pas été très mis en avant médiatiquement, mais qui ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu et à vivre de leur musique sans être dépendants du système de l'industrie de la musique. Et pour lui, ça passe notamment par le fait d'avoir été producteur de son premier album, mais aussi de composer et d'écrire pour d'autres artistes. Pour cette vidéo, j'ai regardé pas mal d'interviews de Humphrey que je vous mettrai dans la barre de description. Et ce mec, il a l'air d'être un énorme passionné de R&B avec une vraie connaissance en la matière. Mais comme Léa Castel, j'ai un petit peu ressenti le fait que Humphrey, il a vraiment l'air de se prendre la tête avec sa musique. Il doute beaucoup et le doute, c'est un vrai ennemi pour les créateurs et les artistes. Il l'a dit lui-même en interview, parfois, il y a des morceaux qu'il n'a jamais sortis tout simplement parce qu'à ses yeux, il n'était pas parfait à 100%. Du coup, est-ce que c'est pour ça qu'il s'est passé 3 ans entre le moment où Taxi 3 est sorti et le moment où il a sorti son premier album? En tout cas, cette exigence artistique, ça peut devenir un frein parce qu'à force de vouloir trop bien faire les choses, bah tu finis par rien faire. Et c'est aussi pour ça que je tenais à parler de lui dans cette vidéo, parce que je trouve que c'est vraiment un artiste qui est sous-coté. Les projets qu'il a fait ces dernières années sont excellents, parce que oui, Humphrey continue de sortir des projets. Aujourd'hui, il essaie de se fidéliser une base fan, il est présent sur TikTok aussi. Et là, son dernier projet en date, c'est un EP qu'il a fait en acapella. Franchement, c'est une douceur. What more do you want from me? I give you all of my tears. I wish you would leave me alone. Et j'espère sincèrement que vous allez faire partie de ces prochains fans ou que vous en faites déjà partie. Comme je sais que vous aimez la bonne musique, que vous aimez le miel auditif, je vais vous passer quelques pépites qu'il a faites. Savourez. Yeah, see, on en est là. C'est à cause de toi. Tu es toxique.
semblant de sourire et pendant un instant je l'effacerai de ma mémoire. Depuis qu'elle est partie, j'ai le cœur en paix. Je vous avais dit que c'était des pépites. Humphrey, vraiment merci pour les travaux, tu régales mes oreilles. Il continue aussi à faire de la scène, je crois même qu'il est allé aux États-Unis pour faire des concerts avec Double. Et le week-end dernier, il était au Do You Remember Festival, comme les deux gars dont on va parler tout de suite. Je sais pas si vous les connaissez, ils ont fait un son pas trop connu au début des années 2000. Nous sommes en 2003, Tizzy Bone et Silky Shy sont deux Nantais passionnés de R&B. Ils commencent à se faire un nom dans les soirées locales, notamment dans des événements appelés... Et un jour, ils décident de remixer ce très célèbre titre de Mary J. Blige. Ce remix un petit peu bricolé maison tourne dans les soirées et attire l'attention d'un producteur qui va faire passer le morceau en boucle sur Skyrock, alors pas avec l'instru de Mary J. Blige pour des questions de droit d'auteur bien évidemment, mais dans la version qui est la plus connue du grand public que je vous ai passé tout à l'heure. Résultat, c'est le carton plein, plus de 650 000 ventes, numéro 1 des classements, et en l'espace de quelques mois, ils vont connaître un énorme succès auprès du grand public et auprès des cours d'école. Moi je me souviens que Tragedy c'était le groupe quand j'étais gosse, et en plus je suis nantais donc c'était un petit peu la fierté locale. Le succès est tel qu'une version espagnole du morceau est produite. Ça va même devenir un tube au Brésil, s'en suivent d'autres singles qui vont cartonner. Et ce succès qui va durer sur toute l'année 2004 a vraiment été très rapide. Ils apparaissent sur toutes les émissions télé et un an plus tard, en 2005, ils sortent leur deuxième album. C'est toi que je vise, je suis sous l'emprise, laisse-moi te dire tout ce qu'il y a au fond de moi. Effectivement, on reste sur des sonorités qui sont très proches du premier, on est sur un R&B avec beaucoup de vibes, et l'album se vend moins bien. Leur succès a été tellement fulgurant que les Français ont eu le temps de les aduler, puis de les oublier aussi vite. Et pour ne rien arranger, Tizzy Bone quitte le groupe, il se lance en solo, et au passage il change même de nom et devient Is It. Non, je ne résiste pas à la chaleur de ton corps contre moi. Je veux que tu chantes avec moi. Hola, hola, hola. Cette musique elle me rappelle les compiles d'été là, vous savez, les Summer Hit 2006. Ah bah voilà, je savais bien que cette musique je la connaissais. Hit 2006 spécial été, Is It. Bon bref. En 2009, Is It, qui est originaire de Madagascar, décide de continuer sa carrière là-bas. Il va connaître un assez gros succès d'ailleurs, il va jouer dans un film aussi. Alors je vous conseille de prendre des notes pour ce qui va suivre, parce que moi je sais que je suis quelqu'un qui a du mal à retenir les prénoms. Mais alors quand les artistes décident de changer de nom tous les 3 ans, c'est un petit peu compliqué. En 2015, les Tragédies font leur retour avec un nouveau groupe et un nouveau nom. Is It, qui pour l'instant n'a pas changé, ça va. Silky Shy qui change de nom et devient simplement Shy. Et un troisième membre, AZ, et ensemble ils forment les Tragédies 3.0. Ils vont sortir quelques singles, tenter de relancer la machine, mais Shy, l'un des deux membres originaux, finit par quitter le groupe. Is It et AZ se retrouvent donc à deux, Tragédie 3.0 devient Tragédie 2.0, en 2017 ils rechangent de nom, ils deviennent les T30, puis ils rechangent de nom encore une fois pour devenir les TRG, il y a eu du brainstorm sur le nom, et finalement ils vont encore changer de nom et devenir Tragédie. Vous me suivez toujours, c'est bon ? Bon, et puisqu'on n'est plus à un changement près, Is It a changé de nom aussi, il est devenu Bonny Boy. Alors je pense que dans les commentaires, je vais avoir des puristes du R&B qui vont me dire que pour eux, Tragédie c'est de la soupe, et que c'est pas de la vraie musique. Il y en a beaucoup qui considèrent que visuellement et musicalement, ça ressemblait un petit peu à une caricature du R&B US. J'en parlais déjà dans ma toute première vidéo Que sont-ils devenus, mais en France,
on n'a pas une vraie culture R&B solide. C'est un genre qui ne vient pas de notre histoire, ça a été importé des États-Unis, et même si certains artistes français réussissaient plutôt bien à le représenter, il faisait un petit peu partie d'une niche qui n'était pas très mise en avant par les médias. Et il faut le dire aussi, mais ces artistes qui faisaient un petit peu partie d'une niche comme celui dont on va parler juste après, ne voulaient pas être dans la lumière. Ils voulaient pas faire de la promo au grand public, ils voulaient pas être invités sur les plateaux télé parce qu'ils savaient que les Français allaient pas comprendre leur musique. Et puis peut-être qu'il y avait aussi ce côté de « Ah bah si je passe sur TF1, c'est un petit peu comme si je vendais mon âme au diable ». Sauf que voilà, le grand public français, lui, il ne connaît pas cette niche R&B, ni ces artistes moins mis en avant, mais pourtant extrêmement doués. Et quand le genre va exploser dans les années 2000 en France, pour le public, le R&B, c'est ce qu'il entend sur Énergie, c'est ce qu'il voit sur TF1 ou sur M6, bref, c'est ce qui est très mis en avant, parfois même trop. Donc quand un groupe comme Tragédie explose, le grand public il se dit « Ah bah ok, c'est ça le R&B ». Et résultat, le groupe Tragédie s'est retrouvé entre deux camps. Du côté des artistes R&B, on les voyait un petit peu comme une caricature, c'est pas du vrai R&B, c'est juste un truc commercial. Et du côté du grand public, c'était plutôt ah c'est les gars qui chantent la chanson et c'est les chanteurs de mon enfance. En fait, ils étaient ni vraiment reconnus par leur père, ni vraiment respectés par le grand public. Du coup, ils ont eu du mal à gagner en crédibilité. Ce qui est dommage parce que moi, je trouve que Bonny Boy, donc anciennement Is It, a vraiment une très très belle voix. Je pense aussi que le fait qu'ils aient changé plusieurs fois de nom, ça a pas aidé non plus parce qu'on a eu du mal à les identifier, et pour créer du lien avec ton public, c'est pas très bon. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, tout le monde soit capable de donner les deux noms des chanteurs du groupe. Du coup, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui ? Ils font pas mal de scènes. On peut les voir dans des showcases en boîte, dans des festivals spécial années 90, années 2000. Le week-end dernier, comme je vous l'ai dit, ils étaient au Do You Remember Festival. S'il y en a parmi vous qui les ont vus, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Donc voilà, ils surfent un petit peu sur la nostalgie, comme beaucoup d'artistes de cette époque, et je sais pas si vous l'avez vu passer, mais ils vont faire un concert en fin d'année au Dôme de Paris, aux côtés de Matt Houston. Ça va être un espèce de clash un petit peu à la Versus, comme Timbaland y faisait pendant le confinement. D'ailleurs, je suis le seul créateur de contenu qui en fait la promo sans qu'on lui ait rien demandé. Ils ont commenté sous une de mes vidéos sur TikTok pour faire leur pub. Du coup, je leur ai dit, invitez-moi, comme ça je peux faire mes meilleurs pas de danse sur Cendrillon du Ghetto et Sexy pour moi. Et ils m'ont dit, ouais, grave. Enfin, je rigole, ils m'ont jamais répondu. Allons jusqu'au bout des choses, puisque personne m'a demandé mon avis. Moi, je trouve que c'est pas très très équitable Matt Houston versus Tragédie. J'aurais plutôt vu Willie Denzey en face de Tragédie, par exemple, parce que je trouve que l'album R&B de rue de Matt Houston éteint la carrière de Tragédie. Et un versus équitable avec l'album R&B de rue aurait été avec l'album Confession de Vibe, et hasard de dingue, c'est exactement l'artiste dont on va parler tout de suite. Vibe pour le côté fond de la face, et cela sans surprise. No blague à date. Vibe pour le côté fond de la face, et cela sans surprise. Vibe pour le côté fond de la face, et cela sans surprise. No blague à date. Vibe pour le côté fond de la face, et cela sans surprise. Parlons maintenant de Vibe, parce qu'on ne parle pas assez de cet artiste. Avant de se lancer dans une carrière solo, Vibe se lance à l'âge de 15 ans dans un groupe, les Poètes Hop Jazz, et à la suite de la séparation du groupe, il commence sa carrière en faisant des feats, notamment sur le premier album de Diams en 1999. Si je dois rester livré au désespoir, que mes rêves soient supprimés, que mes yeux restent fermés. Et la même année sortira son premier album, Confession, porté par le morceau No Blagada, qui sera un très gros hit. Un titre inspiré de No Diggity de Blackstreet. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, cet album je le connaissais pas du tout parce que quand il est sorti j'avais 3 ans. J'avais vaguement entendu No Blagada un petit peu plus tard, mais Confession je l'ai découvert il y a 5 ans à peine pendant le confinement. À ce moment-là il y avait une application que tout le monde utilisait, ça s'appelait Clubhouse. En gros pour la faire courte, c'était des salons audio où tu pouvais discuter avec des gens du monde entier sur des sujets précis. Et un soir j'étais avec d'autres passionnés de R&B et on discutait de R&B français. Et ça arrêtait pas de citer le nom de Vibe et tout, et moi je savais pas qui c'était. Il me semble qu'il y avait aussi un gars dans cette room du coup qui avait bossé avec Vibe à l'époque, et qui arrêtait pas de dire allez écouter l'album Confession, allez écouter l'album Confession. Et comme je suis un petit peu curieux, j'ai été effectivement écouter l'album, et je me suis pris une claque. L'un des premiers trucs que je me suis dit aussi, c'est que l'album il est sorti en 99, et je trouvais que par rapport à ce qui était sorti à ce moment-là en France, dans le R&B, je trouvais ça quand même assez différent. Vibe, c'est un artiste qui, à mon sens, était trop en avance sur son temps, surtout sur la France. Je pense que les Français n'étaient pas encore prêts pour écouter un R&B aussi profond et introspectif, parce que malgré l'extrait que je vous ai passé, Confession n'est pas un album léger, à part peut-être 2-3 morceaux un petit peu plus groovy, la plupart des titres sont tristes.
mélancolique. Les thèmes de l'album ne sont pas à base de rupture ou d'histoire d'amour comme on pouvait l'entendre dans le R&B à l'époque. Effectivement, il y a quelques chansons qui abordent le thème de l'amour, mais c'est vraiment pas le sujet principal de l'album. C'est un album qui parle avant tout de solitude, de désillusion, et ce qui frappe avant tout en l'écoutant, c'est à quel point il se livre. Bon après tout est dans le titre, hein, ça s'appelle Confession. Vibe parle de trahison, de perte de repères, de questionnement profond, et ce qui est frappant aussi dans ces textes, c'est qu'il ne s'adresse presque jamais à quelqu'un en particulier, à un tu, mais plutôt à un vous qui peut représenter des proches, un cercle ou sa famille. Je m'emballe, marche seul, pas besoin de faux amis, plus de critiques, pas de faux esprits, pas de police, plus de filles au lit. Je m'emballe, marche seul, pas besoin de faux amis, plus de critiques, pas de faux esprits, pas de police, plus de filles au lit. Et c'est vrai que c'est quand même assez rare cette manière d'écrire parce que du coup, il n'y a pas vraiment cette proximité entre lui et l'auditeur, ça crée un petit peu de distance. Parfois dans ses textes, il demande pardon, comme s'il s'adressait à des gens qu'il aurait pu blesser. D'autres fois c'est l'inverse, il confesse avoir été déçu. Il parle surtout de textes très personnels qui sont peut-être pas assez universels pour que tout le monde se retrouve dedans, mais on ressent tellement les émotions dedans que ça nous touche aussi. Ami de toute ma tête, je ne pourrais oublier. J'en pleure encore et encore, effacer toute chose. Cet album c'est vraiment de la douceur. Alors effectivement j'aurais pu choisir de parler d'autres artistes dans cette vidéo, des artistes qui sont plus connus, comme ça aurait fait plus de vues, mais je pense que vous commencez à le savoir maintenant, il y a un petit parti pris dans cette chaîne, c'est que je parle avant tout d'artistes qui moi m'ont touché, et Vibe fait définitivement partie des artistes qui m'ont le plus touché musicalement dans le R&B français. Cet album c'est vraiment de l'introspection avec une belle cohérence entre tous les titres, on ressent beaucoup de sincérité. Et c'est certainement aussi pour cette raison qu'il est considéré par beaucoup comme étant le meilleur album du R&B français. Et quand on regarde les commentaires sous les chansons de Vibe qui sont disponibles sur YouTube, on voit à quel point tout le monde est unanime sur le fait que Vibe leur manque, et à quel point certaines chansons ont vraiment marqué une partie de leur vie. Et ce qui renforce encore plus cette opinion, c'est la rareté de Vibe lui-même. C'est un chanteur qui a toujours été assez discret. À l'époque déjà, il disait clairement en interview qu'il ne voulait pas se montrer à la télé, que c'était pas son truc, et c'est peut-être cette absence médiatique qui donne encore plus de poids à ce qu'il a laissé. Écoute-moi bien, si cette place ne te convient, chérie, prends le prochain et laisse-moi tout seul dans mes pensées. Vibe a aussi travaillé avec pas mal d'autres artistes, il a écrit pour les Mel Groove, il a aussi fait des feats avec des rappeurs, notamment Driver, et quelques années plus tard, en 2005, il sort l'album Émancipé. Mais apparemment l'album ne s'est pas fait dans les meilleures conditions, il y a eu des désaccords juridiques et artistiques avec son ancienne maison de disques, et ça explique aussi peut-être pourquoi l'album n'est pas disponible sur les plateformes de streaming. Heureusement il y a quelques chansons de l'album qui circulent sur YouTube, notamment ce très beau feat avec Wallen. Est-ce que tu sais que tu t'oublies? Je sais. Est-ce que tu sais que tu m'oublies? Quand je mens justement je ne pense qu'à moi. Quand tu pleures je le sais mais je n'y songe pas. Est-ce que tu sais que tu te perds? Je sais. Est-ce que tu sais que tu me perds? J'y pense justement, je ne pense qu'à ça. Mais si tu m'aides, je reviendrai juste pour toi. Ou encore cette très belle pépite. Face à mes fautes, tout seul dans mes fautes, ma soul. Je garde ma soul, ma peur, mon cœur, mes pleurs. Moi, on m'a beaucoup vendu un feat entre Vibe et Admiralty qui est aujourd'hui impossible à trouver sur internet, et je trouve ça trop dommage parce que ça perpétue pas du tout l'héritage de cet artiste, le fait que ses projets soient pas disponibles sur les plateformes de streaming ou juste sur internet en général. Comme je vous l'ai dit, il y a son premier album qui est disponible sur les plateformes de streaming et quelques titres qui sont disponibles sur YouTube, mais c'est vrai que sa musique, elle reste assez difficile d'accès si on le connaît pas, parce que même sur les plateformes de streaming, quand tu tapes Vibe dans la barre de recherche, il y en a plein qui apparaissent, et même sur sa page à lui, dans sa discographie, il y a plein de chansons qui sont mélangées et qui sont pas les siennes. En 2012, il annonce un nouvel album avec ses 2 titres. Des ailes, mais faut subir les règles. Pour son objectif, la gloire et tout ce qu'elle sème dans nos idées. J'entends bien ce qu'on se dit, mais je m'en bats dans ce système, je m'en bats. On peut faire ça, je m'en bats. J'ai peu de remords et que cela me convienne, que je toucherai mon but même avec plus de vision. Suis-je prêt pour brûler plus que des dance floors? Tant qu'il y aura du temps, je ne cesserai. Mais après ces 2 singles, plus rien. Plus de nouvelles.
L'album n'est à ma connaissance pas sorti. J'ai fouillé partout sur internet pour essayer de retrouver des nouvelles de Vibe. J'ai trouvé son compte Instagram mais il est en privé. J'aurais vraiment voulu vous donner plus d'infos sur ce chanteur parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'il devenait, mais je crois qu'il a simplement plus envie qu'on entende parler de lui. Ce qu'il nous reste aujourd'hui musicalement, c'est son premier album, Confession, disponible sur les plateformes. Je vous l'ai bien vendu, je pense, mais quand même, pour ceux qui le connaîtraient pas, je vous invite vraiment à aller l'écouter, c'est une pépite. Et ce qu'il nous reste aussi maintenant, c'est quelques rares interviews qu'on peut retrouver sur YouTube, je vous mettrai les liens en bio. J'en profite aussi pour faire une grosse dédicace à Selena de Throwback Music, parce que c'est l'une des rares à poster des archives d'interviews de contenu de l'époque. Donc déjà, merci à elle de poster tout ça. Pour ma vidéo sur Terry Moïse, c'était la même chose, il y avait vraiment pas grand chose de disponible sur internet en termes de contenu, archives d'interviews, archives d'émissions télé, et c'est grâce à sa chaîne que j'ai pu retrouver tout ça, donc je vais vous mettre en barre d'infos toutes les interviews de Vibe qu'elle a postées. Et les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, vous pouvez aussi participer au Tipeee ou au Paypal de la chaîne, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Je le dis à chaque fois, mais ça m'aide beaucoup ceux qui participent, parce que vraiment je gagne que de chi quand je passe des musiques sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir. Si jamais vous avez kiffé aussi mon t-shirt des Daft Punk, je sais pas si on le voit, je vous mets le lien en barre de description avec un petit code promo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une très belle semaine, mais je pense qu'avec toutes les musiques que je vous ai passées, ça devrait le faire. Et on se retrouve dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo.